Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23 de Histoire en série où je reçois aujourd'hui Fabien Bièvre-Perrin. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien Bièvre-Perrin, vous êtes actuellement postdoctorant au centre Jean Bérard de Naples et dans le cadre d'un financement européen Marie Curie, vous travaillez sur le projet Féminicom qui est en fait sur l'iconographie féminine en Grande Grèce de la période archaïque à la période romaine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous avez soutenu une thèse d'archéologie grecque en 2015 sur les monuments funéraires en Italie du Sud et vous avez débuté des recherches sur l'Antiquité, sur la culture populaire de l'Antiquité avec le projet Antiquipop et dans le cadre du contrat postdoctoral au LabEx Med à Aix-en-Provence, donc sur les usages de l'Antiquité grecque dans la politique locale et nationale italienne. Et c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous ai invité aujourd'hui pour parler non pas d'une série sur la Grèce antique ou sur la Rome antique, mais sur une série récente qui utiliserait, on va le voir, certains codes de la période classique. Et donc, à partir de là, comment aujourd'hui cette antiquité est vue à travers des séries modernes. Alors justement, Fabien, ce qui va être un petit peu délicat aujourd'hui, c'est que c'est une série qui n'a rien à voir avec la Grèce. Alors oui, en effet, la série Pose, elle se passe dans les années 80 à New York, donc on est assez loin de l'Antiquité. C'était une série qui a commencé à être diffusée en juin 2018 sur la chaîne FX. Et en France, on l'a vu sur Canal+, ou sur Netflix. La saison 2 va bientôt être diffusée sur Netflix. Pour l'instant, on a pu visionner donc 2 saisons de 9 épisodes. Et la 3e, elle est en cours de production, même si là, le coronavirus a un peu mis en suspens. On est sur un format qui est relativement long, puisque les épisodes ils font entre 58 et 78 minutes. Et c'est une série qui a été créée donc par Brad Falchuk, Steven Canals et Ryan Murphy, qui ont été rejoints ensuite par Janet Mock. Donc ces noms, ils doivent dire quelque chose aux fans de série, puisque l'américain Ryan Murphy et ses acolytes sont notamment derrière Glee, American Horror Story, Nip Tuck ou plus récemment Hollywood. Et donc, il s'agit de l'un des producteurs de séries, les plus populaires et courus de la décennie. Pour rappel, Glee, ça a commencé il y a précisément 11 ans, en mai 2009. Donc, on reconnaît en général la patte du réalisateur à la diversité des personnages qu'il a eu à cœur de représenter au fil de ses créations, ce qui va être spécialement le cas avec la série Pose. C'est important de noter tout cela, car c'est certainement grâce à son parcours et aux thématiques qu'il a contribué à rendre consensuelles dans les productions télévisées qu'a pu naître justement la série Pose en 2018. Avec cette série, Ryan Murphy met en scène des personnages et des parcours qui sont assez inédits dans une série grand public, puisqu'il raconte la scène underground LGBT de New York dans les années 80 par le biais de la pop culture et du voguing. Donc tout ça, c'est des termes sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Ces héros et ces héroïnes, ils sont noirs, latinos, homo, transsexuels, et on a affaire à des personnages qui sont en général assez pauvres, ils sont frappés par le sida, etc. Donc c'est un univers populaire qui entre en confrontation avec le monde du luxe de l'ère Trump qui est en train d'apparaître et qui est clairement invoqué en contrepoint. Donc autant dire avec tout ça que la réputation et la réussite du réalisateur ont dû beaucoup compter pour convaincre FX de produire la série, d'autant plus qu'elle affiche le plus grand casting trans qui a été jamais vu en 2018, et je pense pas qu'il ait été dépassé aujourd'hui. Et donc bien leur en a pris, puisque Pose est à la fois un succès critique et un succès populaire. Et on peut dire qu'il a contribué à lancer la carrière d'actrice trans, notamment India Moore ou Angelica Ross, et aussi permis à Janet Mock d'être la première femme transgenre, noire de surcroît, à signer un contrat avec un important studio de production, Netflix en l'occurrence. Donc vraiment une série qui a eu un impact assez fort sur les acteurs, du monde des séries américains.
Alors Le justement, processus. Fabien, est-ce Ah, que vous pourriez dire, pardon, si maintenant, quelle est véritablement l'histoire de cette série-là? Vous avez commencé à présenter le contexte et on y reviendra. C'est très intéressant parce qu'il y a des nombreux allers-retours entre la période classique et actuelle, entre aussi les années 80 et aujourd'hui, justement par toute cette scène, vous l'avez présentée, hein, underground. Mais l'histoire, elle parle de quoi, Pause? Alors, Pause, c'est une série chorale, donc on suit plusieurs récits au fil des saisons. Mais donc, c'est le personnage de Bianca Rodriguez, qui est une femme trans jouée par l'actrice MJ Rodriguez, qui est au cœur du scénario général. La vraie héroïne, c'est vraiment elle, à tout point de vue. On peut noter, pour commencer, que l'actrice et son personnage partagent le même nom, Rodriguez. Donc, quand on regarde la biographie des actrices de la série, on se rend en effet compte de la proximité qui existe entre leur parcours et ceux des personnages qu'elles incarnent. Donc, le nom de Blanca montre bien l'implication du casting dans la série et l'importance que celle-ci a joué au niveau des représentations, notamment de la transsexualité. Donc, même si la série est assez dramatique, il faut néanmoins noter qu'elle ne représente pas la communauté LGBT et afro-américaine de New York uniquement de manière tragique, ce qui est souvent le cas. Au contraire, on a une série qui est souvent plutôt exaltante, voire glamour, ce qui lui a aussi été reproché par certains. Donc, pour revenir au synopsis de façon plus précise, au début de la série, Blanca Rodriguez quitte la maison Abundance, qui est dirigée par la tyrannique Electra, afin de fonder la sienne, qui s'appellera la maison Evangelista. Donc, il faut en effet savoir que la scène LGBT des années 80, dont on va parler par la suite, elle est structurée autour de ce que l'on appelle des maisons, donc house en anglais. Et il s'agit d'un système d'entraide au sein duquel les communautés LGBT, la communauté LGBT, recompose des familles alternatives et sécurisantes. En général, ce sont des gens qui ont fui des foyers moins hospitaliers et donc ils retrouvent un foyer recomposé, choisi. Donc chaque maison, elle est dirigée par une mère ou un père qui aide et protège ses enfants. Donc on a tout un vocabulaire de la famille qui est réutilisé. Et donc toute cette communauté adopte le nom de la maison comme patronyme. Donc Maison Evangelista, par exemple, dans notre cas. La série, elle nous permet de découvrir et de comprendre comment tout ça fonctionnait, notamment comment les LGBT ont su s'organiser pour faire face à la pauvreté et au rejet provoqué par l'homophobie et les institutions à l'époque. Le but de Blanca, quand elle crée sa maison, c'est donc à la fois de pouvoir aider des membres de sa communauté selon ses valeurs à elle, mais aussi de concourir à ce qu'on appelle des balles, des balls. Et en effet, toutes ces maisons, elles vont s'affronter au cours de soirées pendant lesquelles les épreuves vont s'enchaîner. On a un jury qui va juger les participants en direct sur la danse, les costumes et même sur ce qu'ils appellent l'attitude. Donc cette série, elle nous montre l'émergence de toute cette scène et de ses codes. Donc on voit notamment de nouvelles épreuves apparaître. On voit aussi le voguing qui apparaît puis s'épanouit vraiment dans ce milieu. Et le but de chaque maison, lors de chaque soirée, c'est de remporter le plus grand nombre de trophées. La mise en scène de soi pendant ces soirées, elle est centrale, elle est capitale. Selon les catégories, les participants vont se travestir, ils vont surjouer la masculinité ou au contraire la féminité. Dans tous les cas, l'hétérosexualité et les codes de ce qu'on appelle la haute culture vont être parodiés et mis en scène. J'y reviendrai justement à propos de culture classique. Donc, si cela vous intéresse, je vous conseille de regarder donc la série, évidemment, mais aussi le film Paris is Burning de Jenny Livingstone, qui a été filmé dans les années 80. Et c'est un documentaire qui, même s'il est controversé, est probablement l'un des documents les plus complets sur la pop culture. Alors, pour finir sur le synopsis, pour fonder sa maison et donc participer à ces soirées, Blanca doit recruter. Elle ne peut pas être seule dans sa maison et pendant les soirées. Donc, elle va louer un appartement miteux avec ses maigres moyens et elle va recueillir plusieurs personnes. Donc, il y a 2 personnages qui sont plus importants que d'autres dans ce cadre-là. C'est Damon Richards. C'est un jeune homosexuel qu'elle rencontre dans un parc et qui a été mis à la porte par ses parents lorsqu'il a fait son coming out. Et l'autre personnage important, c'est Angel, qui est une jeune femme trans qui se prostitue, qui participe à ces soirées dont j'ai déjà parlé et qui, pendant la série, va tomber amoureuse de Stan Bowles, qui est un employé de la Trump Tower. Donc, on a une rencontre entre 2 milieux qui se fait par ce personnage.
Donc voilà, on a un peu les trois personnages qui vont créer l'intrigue. Je n'en dis pas bien plus sur le scénario pour pas dire trop de spoilers, puisque tout ça, ça va déjà me permettre de vous expliquer pourquoi cette série m'a intéressé. Alors justement, Fabien, moi, quand je vous ai contacté, c'est votre démarche qui m'a intéressé et j'aimerais, avant d'entrer plus en détail sur l'analyse de la série Pause, que vous expliquiez un petit peu cette démarche, notamment ce que vous menez depuis quelques années à travers Antikipop et voilà, et pourquoi du coup vous êtes intéressé à cette série Pause. Alors oui, effectivement, il y aurait, si j'ai une approche bien particulière de ce matériel, on pourrait qualifier la série d'un item parmi d'autres dans mon approche de la culture populaire. Donc, avec Pause, il y aurait énormément à dire sur la façon dont elle représente la culture trans, la culture gay new-yorkaise des années 80. Mais évidemment, c'est pas tout à fait mon sujet. Je suis pas spécialiste d'histoire contemporaine. Donc, ce sont des aspects que je vais aborder au fil d'une thématique particulière que je maîtrise plus. Mais donc, je vous donnerai des références pour approfondir ces sujets-là si ça vous intéresse. Donc, ce qui m'a amené à travailler plus précisément sur Pause, c'est le rapport que cette série a avec la culture classique gréco-romaine et avec l'Antiquité égyptienne. Donc, vous allez voir qu'en suivant ce fil, on va pouvoir explorer de nombreux aspects historiques qui sont présents dans la série. Donc, tout ça, ça vient de mes travaux dans le cadre de mon carnet Antikipop sur la plateforme Hypothèse. Donc, dans le cadre de ce projet, je m'intéresse à la présence de l'Antiquité dans la culture populaire. Donc, Hypothèse, c'est une plateforme de blog scientifique. Donc, sur ce carnet, je publie depuis 2015 des articles qui portent sur la culture populaire. Puis peu à peu, il y a d'autres auteurs qui m'ont rejoint, ce qui a permis de diversifier un peu les approches et les sujets. Donc, on a aussi bien des choses sur la publicité, sur le cinéma, sur les séries, sur la littérature, sur la politique, etc. Donc moi, j'ai commencé à travailler sur la musique pop en analysant notamment des clips de Lady Gaga ou de Katy Perry. Et puis peu à peu, j'ai exploré la façon dont les stars féminines de la pop font justement allusion à l'Antiquité, à la fois dans leurs paroles et dans leurs visuels. Donc, j'ai constaté qu'en général, ces stars féminines, elles utilisent l'Antiquité pour construire une image de femme puissante et séduisante, qui est un peu d'ailleurs à l'opposé de ce qu'on sait du statut vraiment des femmes parfois dans l'Antiquité. Donc, on est en train d'apprendre à nuancer. Et donc, la plupart du temps, ces femmes, elles mettent donc l'Antiquité au service de leur storytelling. Donc, dans leurs clips, dans leurs photoshoots, etc., dans leurs paroles, elles incarnent des divinités, des monstres et des reines antiques qui vont mener le récit. Et en général, on les voit dominer assez largement la gente masculine. Donc, je vous conseille notamment de regarder Dark Horse de Katy Perry, dans lequel vous pourrez voir une sorte de Cléopâtre magicienne qui tue les hommes un à un. On pourrait dire qu'elle les dévore et puis elle s'approprie leurs richesses. Et dans un autre style très différent, mais qui date à peu près de la même période, vous avez Guy, G-U-Y, de Lady Gaga, qui propose vraiment un court-métrage. Il y a plusieurs chansons à la suite qui sont illustrées et qui propose une sorte de remix complet des mythes grecs à travers la pop culture. Donc là, on voit vraiment un mélange, comme ce que fait souvent Lady Gaga, avec beaucoup de références qui viennent de corpus différents, et donc il y a notamment la culture classique. Alors justement, quand on pense à des stars mondiales, là j'ai en tête Beyoncé, j'ai en tête Rihanna, on se dit, de par leur musique, de par leur culture eux-mêmes, afro-américaine, elles sont très loin de cette culture gréco-romaine, voire égyptienne, et pourtant, ces deux superstars utilisent ces codes de l'antiquité gréco-romaine, voire égyptienne, dans leurs clips pour faire passer un message. Alors effectivement, au cours des années 2010, on voit par exemple effectivement Beyoncé et Rihanna qui commencent à se saisir à leur tour de la culture classique, donc la culture gréco-romaine. Donc d'ailleurs, on a vu que ça avait provoqué la colère de membres de l'extrême droite américaine, car cette antiquité gréco-romaine, elle est très instrumentalisée par celle-ci, elle est considérée comme les racines un peu d'une civilisation occidentale. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la façon dont les stars afrodescendantes, donc les stars issues des diasporas africaines, dans la pop culture récente, ont joué des codes de la culture classique qui est généralement vue comme blanche. Donc il y a vraiment de choses à regarder, notamment du côté de la polychromie des statues antiques qu'on redécouvre entre guillemets
ces dernières années. En fait, on a toujours su qu'elle était peinte, mais derrière, il y a toute une idéologie qui s'est développée. Donc, il y a des jeux sur cette question-là en particulier. Mais on voit aussi, par exemple, Rihanna qui a posé en Gorgone, en couverture du magazine GQ. On a vu Beyoncé en Vénus. Et donc, ces deux stars qui ont abondamment utilisé ces codes, elles ont confié la réalisation de ces images à des artistes. C'est dire l'importance qu'elles donnent à cette communication-là. Je me suis aussi, du coup, dans le même temps, intéressé à leur mise en scène de l'Antiquité égyptienne, dont les objectifs, c'est très différent. Puisque dans un cas, il y a la revendication d'une culture classique qui est promue comme universelle, tout en étant plus ou moins réservée, comme je vous le disais, pour certains, à des personnes blanches. Et de l'autre, on a la valorisation d'une civilisation pharaonique qui est vue comme noire et africaine, pardon. Donc, c'est un motif de fierté des afrodescendants dans le monde entier. Et donc, quand Rihanna va poser en Nefertiti en couverture de Vogue, elle fait un acte politique fort dans le contexte actuel. Mais cette appropriation, entre guillemets pour appropriation, de l'Antiquité égyptienne, elle découle d'une histoire assez longue où dès les mouvements de libération des Noirs et les mouvements pour les droits civiques, on voit de nombreuses références à l'Antiquité égyptienne qui justement est vue comme un motif de fierté, un motif d'unité de tous ces Africains qui font partie d'une diaspora mondiale, qui ont été ensuite réduits en esclavage, etc. Donc vraiment, on a deux schémas très différents. D'un côté, une culture classique qu'on vante comme universelle, mais qu'on réserve à certains, et de l'autre, une culture égyptienne qui, elle, est depuis bien plus longtemps mise en valeur par les afrodescendants. Donc, toutes ces problématiques, elles sont extrêmement complexes et donc, comme je vous le disais, elles sont intimement liées à l'histoire de la colonisation, de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, mais aussi à l'histoire afro-américaine, puisque là, les artistes dont je vous parle, ce sont principalement des artistes américains, des artistes américaines, puisque je vous parle de femmes. Et donc, Beyoncé, par exemple, elle a bien montré les relations très étroites que tous ces thèmes entretiennent lors de son concert de 2018 à Coachella, qui a depuis fait l'objet d'un documentaire sur Netflix qui s'appelle Homecoming. Donc, pendant ce concert, après être rentrée sur scène en Nefertiti, la chanteuse multipliait les motifs antiques, notamment égyptiens, non pas en référence directe à l'Antiquité, mais justement en lien avec les codes des universités afro-américaines, par ailleurs centrales dans le spectacle et dans le documentaire. Donc, sur mon carnet Antique-Hip-Hop, si tout ça vous intéresse, vous pouvez lire plusieurs articles sur ce spectacle. Et donc, si vous vous intéressez à Pose, regardez un peu ces autres productions, ça vous permettra de saisir un peu mieux le contexte culturel américain dans le cadre duquel la série a été créée et donc a rencontré un certain succès populaire. Alors justement, Fabien, toutes ces thématiques que vous avez abordées, à la fois cette fierté de la part de la communauté afro-américaine par rapport à l'Antiquité, notamment égyptienne, est-ce que c'est bien mis en valeur dans la série Pose? Est-ce que on le voit facilement ou est-ce que c'est différent par rapport au clip des stars que vous venez d'évoquer? Alors en effet, pour revenir à la série, il se trouve vraiment que Pose met vraiment en scène de façon assez subtile l'ensemble des problématiques que je viens de citer, des problématiques donc, que j'avais abordées jusqu'alors uniquement par le biais de la musique pop. Donc, pour vous expliquer un peu comment et pourquoi, parce que le lien paraît pas forcément évident, il suffit de revenir sur le tout début de la série, ce qui a l'avantage d'éviter tout spoiler si vous avez la chance de ne pas encore avoir regardé la série. Et en effet, j'ai su dès les premières minutes du pilote que la série elle allait m'intéresser, eu égard à mes divers centres d'intérêt, puisque dans le premier épisode de Pose, le spectateur y participe à un cast. C'est le cast du musée de la mode et du design de New York. Donc, en réalité, les scènes de ce pilote ont été filmées au musée de Brooklyn, ce qui va expliquer un peu les collections qu'on va y voir. Donc, quand il s'infiltre dans le musée, donc on suit Elektra et ses acolytes. Donc, Elektra qui est celle qui dirige la maison que veut fuir notre héroïne. Donc, le but d'Electra et ses acolytes, c'est pas de s'offrir une visite nocturne romantique du musée, mais en réalité, c'est de voler les tenues qui sont exposées dans le cadre d'une exposition sur la royauté européenne. Donc là encore, vous voyez pas le lien avec l'Antiquité, mais c'est vraiment ici
que ça va se jouer. Avant de se cacher dans le musée pour pouvoir ressortir la nuit venue et faire leur vol, les membres de la Maison Abondance vont parcourir rapidement les salles du musée qui sont consacrées à l'Antiquité égyptienne. Donc, on suit les personnages. D'emblée, Electra annonce qu'elle se verrait très bien s'y installer, ce qui est confirmé par les autres membres de sa famille. Et on constate en effet que tout le monde a l'air plutôt à l'aise dans ces salles. On entend la chanson In My House pendant la scène. Et donc, c'est là vraiment que va commencer notre étude. Alors justement, Fabien, est-ce que, parce que cette scène vous a vraiment marqué et donc vous a incité à étudier ces aspects-là par rapport à l'Égypte antique, est-ce que vous pourriez la présenter un peu plus en détail, cette scène, et en montrant aux auditeurs ce qui est véritablement intéressant à regarder et comment c'est filmé d'ailleurs, parce que ça permet aussi d'avoir un certain regard. Tout à fait. Alors, vraiment, pendant toute cette scène, la caméra, elle va se concentrer sur 3 des héroïnes qui vont s'arrêter devant les pièces de la collection pour les contempler. Donc, on entre dans le musée avec elles et on va, d'une certaine manière, visiter un peu la salle sur l'Antiquité égyptienne en leur compagnie. Donc, c'est intéressant de voir déjà que tous les personnages qu'on va suivre sont de couleur et qu'ils se sentent visiblement représentés au sein du musée, dans la section égyptienne. Donc la caméra, elle opère un parallèle avec la couleur de peau et les traits des 3 femmes, mais aussi avec leur identité. Donc le premier plan, qui est assez furtif, mais qui vraiment n'est pas anodin, met en perspective le corps de nos 3 héroïnes, dont le spectateur ne sait pas encore la transidentité, et des figurines féminines préhistoriques. Donc ça, à travers un jeu de transparence des vitrines, on a déjà une mise en parallèle de ces corps antiques et contemporains, on pourrait dire. Ensuite, on va se focaliser donc sur chacune de ces 3 femmes. Donc, tout d'abord, on voit Electra qui s'installe face au portrait d'un pharaon, un buste qui a le visage extrêmement coloré, il n'est pas en rouge, et donc elle le regarde d'un air un peu goguenard. Ensuite, on voit Blanca qui contemple avec un air assez narquois le corps idéalisé, mais, et c'est pas anodin à mon avis, décapité d'un colosse égyptien assez dénudé. Et enfin, on voit la jeune Angel se mirer dans un sphinx féminin en pierre noire. Donc elle se contente pas de regarder, elle touche ce visage avec beaucoup de tendresse et ensuite elle reporte ses mains vers sa poitrine dans un geste qui est vraiment très tendre. Donc c'est une de mes images préférées de la série. Et j'aime beaucoup la montrer quand je parle de réception de l'Antiquité. En effet, on ne sait encore rien des personnages, on ne sait encore rien d'Angel, mais on voit comment elle reçoit, comment elle interprète et comment elle ressent cette Antiquité d'une façon qui est très intime et d'une certaine façon, ça nous en apprend beaucoup sur elle, en quelques gestes, sans un mot. Donc la réalisation, ici, elle nous fait plonger un peu dans l'identité des personnages par l'intermédiaire des collections du musée. Et le fait que cette scène soit au tout début de la série, pour nous présenter des personnages, dit vraiment toute son importance. Alors justement, Fabien, ce que je trouve véritablement intéressant quand on vous écoute, c'est de voir qu'on est dans un milieu qui peut paraître au spectateur à des années-lumière de vos perspectives de recherche, et pourtant vous en trouvez très intéressantes. Alors quelles sont les autres références, notamment à l'Égypte, qu'on peut voir dans la série, outre cette scène? Alors, tout d'abord, donc avec cette scène qui vraiment, moi je pense, est vraiment très intéressante et importante, on voit que Pose met en place dès son début tout un jeu de références qui fait écho à des problématiques très actuelles. Aujourd'hui, si vous regardez les débats en muséographie notamment, mais plus largement sur les collections, vous aurez des débats sur la représentation des personnes de couleur dans les musées occidentaux et dans la culture classique. Il faut souligner que c'est un débat parfois assez tumultueux, et que la pop culture s'en est fait l'écho à plusieurs reprises, et peut-être qu'une des occasions qui a eu, disons, le plus large audimat, c'est la sortie du clip Ape Shit de Beyoncé et Jay-Z en 2018. Donc dans ce clip, le couple américain attirait l'attention sur la rareté des corps noirs au Louvre, donc un des temples, on pourrait dire, de la culture occidentale. Donc, pour revenir à la série plus précisément, les références à l'Antiquité égyptienne dans la série, après cette scène, elles vont être très nombreuses, mais
peut être aussi plus discrète. Donc, par exemple, lorsque les personnages afro-américains vont se critiquer violemment, de façon spirituelle et incisive, c'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire de ces soirées et plus largement dans cette culture LGBT, c'est ce qu'on appelle le reading, donc le fait de lire quelqu'un. C'est un véritable art, et donc on va critiquer la personne à laquelle on fait face en essayant d'être le plus spirituel et incisif possible. Donc pendant ces sortes de joutes verbales, les personnages vont se traiter notamment de princes d'Égypte ou de reines du Nil. Donc ça renvoie à un imaginaire que je trouve assez contradictoire, puisque d'un côté, ça renvoie à un imaginaire de richesse, vraiment le prince, la reine. Donc, on pense tout de suite quand même à quelque chose d'assez fastueux. Et en même temps, ça sert d'attaque et ça renvoie aussi à tout un univers de pacotille, des personnages qui essaient de montrer, qui dépensent trop. Enfin voilà, quelque chose d'assez superficiel. Donc vraiment un imaginaire qui est assez ambigu. Comme on va le voir après, l'Antiquité égyptienne, elle est souvent considérée comme panafricaine et noire dans certains milieux militants. Donc la série, elle évoque évidemment les années 80, mais c'est très intéressant que ces thématiques apparaissent dans une série en 2018, puisqu'elle renvoie au climat culturel et politique actuel, comme j'ai déjà signalé, dans lequel on voit des artistes afrodescendants, notamment américains, valoriser le panafricanisme et l'Égypte antique, qui est vantée comme noire et primordiale. Donc c'est intéressant parce que ce sont des mouvements qui existent depuis longtemps, mais il y a quand même des vagues de popularité. Et là, on est clairement dans une phase où où ces artistes essayent de puiser dans cette culture, dans ces références, mais parfois en retirant certains éléments qui ont été très critiqués. Donc, on a on pourrait presque dire une sorte de dépolitisation, mais en fait, c'est pour politiser ses propos d'une autre façon aussi. Mais on essaye d'échapper à certaines, j'ai perdu mon mot, à certaines polémiques, voilà. Oui, alors justement, vous évoquiez cette scène, vous nous avez dit, elles sont là pour voler des costumes qui sont en rapport non pas avec l'Égypte, elles se retrouvent par hasard, elles visitent là, mais vous nous avez un petit peu laissé sur l'entrefain. Alors Fabien, c'est quoi? Elles sont sur les costumes sur la royauté, c'est ça? Alors oui, revenons à notre musée. Je vous ai pas raconté la fin. On a laissé notre équipe et Electra dans la section égyptienne, mais toute cette fine équipe n'est pas venue pour faire une visite tactile. Elle est ici pour voler des costumes et gagner la catégorie royauté lors du bal du lendemain. Pendant les soirées dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, il y a des catégories qui sont annoncées et il va falloir rentrer dans le thème pour gagner. Donc les balls, ce sont ces soirées au cours desquelles, à travers des compétitions, on va voir ces communautés, notamment LGBT et racisées, s'approprier et parodier l'élite. Donc plus largement, une élite blanche. Et donc, dans la scène qui nous intéresse, après avoir reconnu leur identité noire dans l'Égypte ancienne, dans la première salle, les héroïnes vont voler les tenues royales européennes d'une exposition temporaire qui a lieu dans le musée. Et le but, c'est ensuite, pendant la soirée, de porter ces tenues. Et donc, on assiste à quelque chose d'assez subversif et parodique, puisque ces femmes, toutes de couleur, et donc il y a aussi les hommes qui au cours de ce casse vont voler des tenues. Là, j'ai focalisé sur les personnages féminins. Mais donc, tous ces personnages vont proposer finalement une version noire, une version rénovée, on pourrait dire, changée de la royauté européenne, en portant les mêmes tenues, mais évidemment avec un twist très important. Donc là, on peut noter, et c'est pour ça que la scène existe, que le réalisme, qu'ils appellent la realness dans la série, puis dans cette culture, c'est un critère de notation. Plus ce que vous faites va être réaliste, donc c'est à la fois dans la tenue, votre tenue va être bien faite, elle va avoir de belles matières, elle va être assez proche du modèle qu'elle imite, mais il y a aussi la realness pour justement les performances de genre. Donc, ce réalisme, cette realness, c'est un des critères pour remporter le concours. Et avec des tenues volées dans un musée, évidemment,
les personnages qu'on suit imaginent qu'ils vont remporter le bal haut la main. Donc, c'est effectivement le cas. Je vous raconte pas la fin de l'épisode, mais toute l'équipe va défiler avec ces tenues, ce qui va être un énorme succès, évidemment, au cours du bal. Plus tard dans la série, on retrouve Electra, qui se travestit à nouveau en reine française. Mais là, la référence, elle est plus complexe, puisqu'elle renvoie aussi bien à cette royauté européenne, comme dans cette première scène, qu'à une référence pop, puisque c'est une citation d'une performance de Madonna sur MTV, qui est vêtue en Marie-Antoinette et qui danse et chante son titre Vogue. Donc, Là voilà aussi, qu'il y a une intrication, il y a une intrication des différentes sources, on pourrait dire, et on verra un peu plus tard que justement ça crée des messages parfois très très difficiles à comprendre. oui, je vous disais, pardon, hein, là aussi, il y a des choses très intéressantes à voir. Cette scène très complexe qui rappelle Madonna en Marie-Antoinette, le fait qu'elle soit montrée à cet instant-là, c'est aussi un message important pour qui sait le lire. Alors, décryptez-nous-le peut-être, ce qu'on peut voir dans cette scène. Alors oui, effectivement, c'est important de revenir un peu avant au contexte général pour saisir la complexité de la scène. Alors il faut savoir que si vous regardez la série, sans toutes ces références, vous allez quand même pouvoir profiter puisqu'il y a un scénario assez clair et justement ça permet de comprendre un peu tout ça. Mais si on connaît un peu l'époque, on peut lire la série de façon bien plus intéressante. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le voguing, auquel fait référence la chanson de Madonna, Vogue? Donc c'est une danse qu'on a vu revenir à la mode ces dernières années, enfin tout au long des années 2010. Donc, on a vu par exemple Lady Gaga, Beyoncé, Beth Ditto ou même Ariana Grande qui s'en sont inspirés pour des clips ou pendant des concerts. Mais donc à l'origine, le voguing, c'est une danse qui est née dans les années 70 dans leur communauté LGBT afro et latino-américaine. Et quand ils font du voguing, les danseurs et les danseuses vont enchaîner des poses assez dramatiques en imitant les positions artificielles que prennent les mannequins en couverture du magazine de mode Vogue et durant les défilés. Donc c'est de là que vient le nom de cette danse. Donc une fois encore, il s'agit d'une parodie. Cette fois, c'est une parodie du monde surmédiatisé de la mode qui est alors, même si on pourrait dire que ça se poursuit encore, très blanc, même si l'un des personnages de la série Pose, donc c'est Angel, rêve justement d'en faire partie, de devenir une cover girl et finalement d'aller prendre la pose aussi en couverture de mode. Donc dans les années 80, le voguing, il prend beaucoup d'ampleur. C'est devenu l'un des éléments importants de la ball culture qui est représenté dans Pose, mais c'est pas du tout au centre de Pose. C'est vraiment juste un des éléments de Pose. Donc en 90, Madonna va sortir son single Vogue, qui est un énorme succès. Et donc dans ce titre, la chanteuse, elle rend avec ce titre, elle rend cette danse très célèbre et populaire qu'elle a fait sortir un peu des communautés underground pour la mettre sur le devant de la scène. Donc pour certains, déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui, vous avez des débats sans fin parfois, la chanteuse américaine qui est blanche et hétérosexuelle, elle s'est contentée de piller et de dépolitiser un patrimoine LGBT racisé afin de se faire de l'argent. Pour d'autres, Madonna rend hommage, au contraire, à toute cette culture. Donc la série, elle montre bien qu'on a affaire à un moment assez flottant, puisque les personnages sont partagés justement sur la question. Mais il me semble qu'au final, finalement, c'est plutôt la déception qui s'impose, même si le single de Madonna a permis de donner un nouveau souffle, au moins temporaire, à leur communauté. Donc, Electra, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se travestie en reine européenne, en Marie-Antoinette dans le premier épisode, mais plus tard, elle se redéguise à nouveau en reine égyptienne, en reine européenne à la Marie-Antoinette. Et donc, quand elle va recréer cette tenue de Madonna pendant la période où Vogue passe à la radio, Electra, elle va jouer également sur cette ambiguïté. On peut à la fois voir son geste comme une parodie critique de la chanteuse américaine. Elle se moque d'elle, comme elle se moque des codes de la culture blanche, de la culture de l'élite. Ou alors, on peut voir ça comme un hommage à la chanteuse. Et pendant l'épisode, cette ambiguïté n'est pas résolue. On ne sait pas. Bon, après, on voit bien qu'Electra est un personnage quand même assez incisif, assez
qui est souvent sur l'attaque. Donc, on peut penser peut-être qu'il s'agit d'une parodie assez critique, mais qu'elle en profite quand même pour se mettre en valeur en interprétant une des stars de la pop américaine à ce moment-là. Alors Fabien, si on vous suit dans votre raisonnement, on aurait peut-être tendance à se dire quel est le rapport entre l'Antiquité, la royauté française à l'époque moderne, et en fait vous faites une sacrée concordance des temps, mais qui est très intéressante parce que vous étudiez avec cela le détournement d'une culture dominante par une minorité. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, on peut se demander pourquoi je parle de royauté française depuis quelques minutes, alors que le sujet principal, j'avais dit que ce serait l'Antiquité. En réalité, quand on regarde attentivement la série, on se rend compte que pour parodier et critiquer cette culture dominante, donc il y a certes la royauté française qui revient à plusieurs reprises, mais on remarque surtout que les personnages vont se servir de la culture classique comme d'un levier. Culture dominante et culture classique sont un peu utilisés comme des synonymes, sauf que les codes de la culture classique sont assez faciles à représenter, à détourner. Donc dans la série, on va voir la communauté trans et gay afro- et latino-américaine s'emparer de l'Antiquité grecque et romaine pour ses nombreuses mises en scène. Donc une nouvelle fois, la série, elle montre là bien sa pertinence, puisque l'action se situe peut-être dans les années 80, mais elle entre vraiment fortement en écho avec le contexte actuel, et notamment avec les revendications et recherches récentes sur la diversité, à la fois dans les études, dans la recherche et dans la culture classique elle-même. Donc ce sont des débats qu'on voit assez peu en France, du moins pour l'instant, en début d'une situation qui est comparable avec les États-Unis, mais donc qui ont suscité des réflexions et des tensions très importantes dans les universités anglo-saxonnes, donc notamment en Angleterre et dans certaines universités américaines ces dernières années. Donc, une des grandes questions que se posent les gens qui participent à ces débats, c'est où sont les personnes de couleur, pourquoi il n'y a pas plus d'étudiants qui sont issus des communautés latino et afro-américaines à l'université, pourquoi dans les représentations on voit quasiment uniquement des personnages blancs, alors que la Méditerranée antique, elle n'était pas plus blanche dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est toutes les questions qui agitent vraiment l'université, notamment anglo-saxonne en ce moment, mais ça dépasse largement ce cadre, puisque on a vu à plusieurs reprises des chercheurs et des chercheuses, notamment, être agressés par l'extrême droite sur ces sujets-là, sur le mode de arrêter de vouloir voir de la diversité partout. L'Antiquité classique, ce sont des blancs, c'est notre culture, c'est notre civilisation, etc. Et donc, la moindre remise en cause, comme je vous disais tout à l'heure, le simple fait de dire que les statues antiques étaient peintes, est vu comme une agression un peu de cette vision de la culture classique. Oui, alors ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ce que vous dites est pour les historiens, hein, mais aussi pour les sociologues, est très intéressant parce qu'on voit bien à travers votre propos que vous analysez la série à partir d'un terreau culturel, j'allais dire, qui est bien sûr anglo-saxon, qui n'est pas tout à fait le même, où les débats ne sont pas encore arrivés chez nous en France, mais ils sont en train de se devenir. Et ça, c'est très intéressant parce que cela permet justement de voir un certain nombre de choses très importantes. Et ce que vous nous dites là à travers la série Pause l'est parce que effectivement, on a beau se dire l'Antiquité gréco-romaine, ce sont effectivement que des gens blancs. Or, ce n'est pas le cas. Ou ce sont des statues, comme vous dites, alors que les statues, elles étaient peintes. Et ça, la technologie nous le montre. Et donc, voir les références qu'il y a dans cette série Pause, ça permet de voir beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Alors, j'aurais aimé maintenant que vous montriez comment, hein, sous ces artistes qui soient queer ou sont souvent des descendants de minorités africaines, et comment ils reprennent, eux, des thèmes qui sont des thèmes plutôt repris, hein, vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais que vous approfondissiez, par des gens d'origine européenne ou caucasienne. Alors, oui, on voit que, comme je disais, qu'il y a de nombreux artistes queer et afro-descendants qui s'approprient l'Antiquité classique. Donc, comme je disais, qui est défendu par certains comme caucasienne et occidentale. Donc là, on peut penser par exemple à Wole Risku, qui est un des photographes qui a travaillé avec Beyoncé pour ses photographies qui mettent en scène l'Antiquité classique et égyptienne. Donc, c'est un artiste qui s'est notamment rendu célèbre en reprenant des tableaux des chefs-d'œuvre de la culture classique, néoclassique,
mais en utilisant, donc ce sont des photographies qui reconstituent des tableaux célèbres, mais en utilisant des modèles noirs. Et donc, on a cet artiste-là, je pense qui est assez représentatif du mouvement, mais évidemment, il y a beaucoup d'approches différentes. Et donc, je pense que les personnages qu'on voit dans Pose, dans la série, de même que leur modèle réel, puisque on a affaire à une série qui est une série de fiction, certes, mais dont on voit souvent qu'elle s'est inspirée de la vie de véritables membres des communautés de la communauté qui est représentée. Donc, on voit comment ces personnages et leur modèle réel ont voulu détourner et pasticher une culture qui est à la fois considérée comme blanche et bourgeoise. Donc, on peut rappeler ici que l'essence même du voguing et de la ball culture, c'est justement de parodier ces codes. Donc, on retrouve tout ça, par exemple, dans les shows de drag queen qui sont devenus très populaires aujourd'hui. Vous pouvez regarder, par exemple, certains épisodes de RuPaul Drag Race et vous vous en rendrez très bien compte. Il y a eu toute une saison, je ne sais plus exactement laquelle, où toute la communication de l'émission s'était faite à travers des codes de la culture classique. Les drag queens étaient toutes habillées en dieux et déesses de l'Olympe, etc. Donc, pour revenir à Pose, si on est attentif, on observe, du coup, au fil des épisodes de la série, de très nombreuses références à la culture gréco-romaine. Donc, une nouvelle fois, elles sont discrètes, mais c'est leur nombre qui montre leur importance. Alors, on recense, par exemple, dans les tenues de très nombreux drapés. Alors, sur la question des tenues, des drapés, etc., c'est une question qui est assez complexe. Comment la culture classique passe dans la mode? Alors ça, pareil, sur Antique Hip Hop, je me permets de vous renvoyer, par exemple, aux articles de Manon Renaud sur ces questions-là. On voit aussi des frises grecques qui tout de suite connotent un peu la culture classique dans les habits, dans les décors, et un certain nombre d'accessoires qu'on pourrait qualifier d'antiquisants. Alors, dans la saison 2, on a un épisode complet qui va être dédié à un événement, à une soirée qui est baptisée l'Eros Ball. Donc, Eros, c'est le dieu de l'amour dans la Grèce antique. Et donc, toute la soirée lui est dédiée. Donc, on voit que là, c'est pas uniquement l'antiquité égyptienne qui est mise en valeur, même dans les noms des soirées, etc. C'est vraiment aussi l'antiquité classique. Donc, pendant cette soirée, la salle, elle est ornée de colonnes et de bustes blancs. Alors, il faut savoir qu'on a, dans la série, ils ont choisi une très belle salle pour ces balles avec une sorte de coursive qui donne sur une scène centrale. Donc, il faut imaginer évidemment que, de manière générale, ces soirées n'avaient pas lieu dans des cadres aussi glamour. Donc, pour la soirée, ils ont choisi déjà un cadre assez sympathique. Mais donc, cette salle, elle est quand même décorée selon les thématiques des soirées. Donc, ce soir-là, pour les Rose Bowl, on a des colonnes blanches, des bustes d'inspiration antique. Bon, c'est plutôt néoclassique en réalité. Et donc, pendant la soirée, pour le concours, les participants et les participantes sont invités à s'habiller en divinité grecque autour de différentes thématiques, puisqu'il y a des thématiques obligatoires pendant la soirée. Et en fait, c'est une surthématique ici, l'Antiquité. Ce qui est très intéressant pendant cette soirée, c'est que Electra, donc toujours elle, c'est celle qui en général, c'est celle qui a le plus d'argent dans la série, même si on ne peut pas dire non plus qu'elle soit aisée. C'est celle qui s'en sort le mieux économiquement, du moins pendant un temps. Du coup, c'est celle souvent qui a les meilleures tenues et qui gagne un peu grâce à ça les concours. Donc Electra, elle remporte le premier prix pendant la soirée en incarnant Black Aphrodite, donc Aphrodite noire. Donc ça, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Pendant la série, pendant l'épisode, elle est appelée comme ça. Et on la voit émerger d'un coquillage géant. Donc là, il y a vraiment, on voit vraiment les inspirations. Donc c'est évidemment pour les représentations d'Aphrodite, c'est très souvent le tableau de Botticelli avec la naissance de Vénus. Donc là, on a vraiment une relecture de ces codes-là. Donc ici, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. D'une part, Electra parodie et s'approprie en même temps une culture classique. Donc la naissance de Vénus, qui est vraiment lisible par à peu près tout le monde. C'est vraiment un schéma qu'on a tous en tête, qu'on arrive tous à lire, même sans explication, même sans qu'il soit nommé. Mais il me semble que là, ça va plus loin que ça, puisque ce tableau, cette naissance de Vénus, elle montre bien comment Aphrodite, Vénus, va sortir des eaux, va sortir de l'écume des eaux. Donc, il y a toute une mythologie, beaucoup de sens autour de la façon dont elle naît depuis l'écume de la mer. Et donc, il semble évident que son choix d'un
d'incarner Aphrodite et pas une autre déesse comme Athéna ou je ne sais qui. C'est d'une part parce qu'Aphrodite, c'est quand même la déesse de la beauté, donc évidemment pour un concours de ce type, incarner la déesse de la beauté, c'est plutôt valorisant. Mais il me semble aussi, en représentant une naissance, et puis on voit Aphrodite qui est née adulte dans le tableau, qu'avec ce choix, elle évoque aussi sa propre renaissance après les nombreux problèmes qui ont été causés par son opération de réattribution sexuelle. Puisque si ces questions-là sont pas tout à fait au centre de la série, elles sont quand même récurrentes, puisque ça fait partie vraiment de la vie des personnages qu'on va suivre. Et donc, par ailleurs, dans le même genre, l'un des membres de la maison Ferocity, qui est une autre maison qui concourt lors de cette soirée, a pour surnom Aphrodite. Donc, il faut bien avoir conscience que tous ces personnages adoptent le nom de leur maison, qui devient le nom, mais très souvent aussi choisissent des sortes de pseudos, choisissent un nouveau nom qui correspond à leur genre, etc. Et donc, Aphrodite, Ferocity, donc son nom renvoie à sa chevelure, qui est assez proche de la Vénus de Botticelli, justement, mais aussi probablement à une renaissance, puisqu'on a également affaire à une femme transsexuelle. Donc Vénus sortant des eaux est vraiment là un motif récurrent et important dans cette communauté. Et dernier élément qu'on peut citer en lien avec tout ça, c'est Vénus Extravaganza, qui a dû servir d'inspiration justement pour ce personnage qui s'appelle Aphrodite Ferocity. Donc Vénus Extravaganza, c'est une figure historique du voguing, notamment apparue dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, Paris is Burning, en 1990. Alors Fabien, quand on suit vos raisonnements, c'est très intéressant parce qu'on est dans de l'histoire des représentations et c'est ce que je voulais que vous montriez justement à travers cette série-là, en l'étudiant par un prisme d'entrée qui est celui des références à la culture classique. Alors justement, peut-être pourriez-vous nous dire maintenant en quoi regarder une série avec un prisme pareil, celui de la culture classique, permet de voir comment finalement le discours n'est pas aussi simple que ça en a l'air et qu'il y a derrière une certaine complexité. Alors en effet, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que on l'a vu là avec le dernier cas autour de Vénus. Une nouvelle fois, les questions de représentation, elles complexifient énormément le discours. On n'a pas un récit continu. Il faut connaître le contexte. Il faut voir d'autres œuvres pour pouvoir tout percevoir. Et donc, ce qui est très intéressant avec Pose, justement, c'est qu'elle participe vraiment à cette complexification des discours et qu'elle vient à la fois éclairer les autres productions et les enrichir, puisque en représentant la culture classique revisitée par des LGBT racisés dans une série grand public, puisque là, évidemment, je vous parle d'une série grand public et il faut bien avoir conscience que c'est pas apparu d'un coup. Avant ça, il y a eu des productions avec un public bien plus restreint qui ont fait émerger ces thématiques. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant et assez incroyable, c'est que ce soit dans une série qui a une grande diffusion. Donc, en représentant cette culture classique revisitée, Pose, elle fait exister de nouveaux modèles médiatiques, Donc, la série, elle propose d'un côté une sorte de critique. Je vous ai dit que c'était une parodie de ces codes classiques. Et de manière paradoxale, elle crée aussi un antécédent qui va pouvoir inspirer les publics actuels et constituer un modèle possible pour tout un chacun, mais donc surtout pour les LGBT et les personnes racisées actuelles. Et par exemple, l'Aphrodite noire qui est incarnée par Electra dans la saison 2, elle offre une version assez inédite dans la culture mainstream. C'est-à-dire que les publics, pour la première fois pour certains, et certainement en fait pour la plupart, vont pour la première fois voir que Aphrodite peut être représentée sous les traits d'une femme noire, sous les traits d'une femme transsexuelle, et donc ça crée un nouveau modèle tout en parodiant le modèle. Donc, je trouve qu'ici, il y a vraiment quelque chose de très complexe, de très intéressant sur ces questions de représentation. Donc, je relie ça à un mouvement qui a eu lieu aux États-Unis, qui est encore en cours. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de mouvement, puisque c'est plus une approche de la société, qui s'appelait Representation Matters. Et donc, dans ce mouvement, il y avait notamment Michelle Obama qui s'était impliquée. Et l'idée, c'était que, notamment pour les petites filles noires, c'était important d'avoir des modèles, puisque voir qu'une femme noire, qu'un homme noir sont arrivés à
que son mari est arrivé à la présidence des États-Unis, mais que Michelle Obama aussi a eu une très belle carrière et finalement est aussi arrivée à cette situation parce qu'elle a collaboré avec son mari, elle a collaboré à ce succès. C'est quelque chose d'important pour toutes les petites filles noires pour leur montrer que oui, c'est possible, c'est pas réservé à des femmes blanches. Donc là, je trouve que ça s'inscrit aussi un peu dans cette logique en représentant sous les traits racisés et LGBT des personnages de la culture classique d'une certaine façon, tout en la critiquant, tout en la parodiant, tout en signifiant justement qu'elle est trop blanche, on pourrait dire, on fait exister de nouveaux modèles qui vont pouvoir servir à leur tour au public à se représenter et à se projeter dans cette culture classique. Donc d'une certaine façon, c'est une démocratisation de ces modèles. Et je trouve ça très intéressant parce que ça rejoint les débats dont je parlais tout à l'heure sur justement la rareté des corps noirs dans les collections classiques, dans les représentations, etc. Et justement, Beyoncé, elle avait posé en Vierge-Vénus noire pour des photos avec Awol et Riskou. Mais ici, on a quelque chose finalement qui est beaucoup plus subversif. Des deux côtés, on est dans une culture extrêmement mainstream, extrêmement commerciale, ce qui fait que certains estiment que c'est une culture qui est moins intéressante, à laquelle on devrait consacrer moins d'énergie, moins d'analyse. Mais finalement, Elektra dans Pose est beaucoup plus subversive que Beyoncé dans son shooting lors de la naissance de ses jumeaux. Donc là, vraiment, on a des jeux, des éclairages qui montrent vraiment pourquoi et comment la culture classique peut servir de prisme pour voir des évolutions, pour analyser la société et voir comment tout ça se relie, puisque ce que je dis souvent quand je parle de réception, c'est que de l'Antiquité, pardon, c'est qu'elle est vraiment partout. Donc, finalement, c'est un code qu'il faut maîtriser un minimum pour pouvoir saisir toutes ces questions de représentation. Alors justement, Fabien, par rapport à tout ce que vous venez de vous dire, on a aujourd'hui fait une émission où on a parlé beaucoup de représentation, de culture LGBT, on a parlé de culture afro-américaine, on a parlé des années 80, on a parlé d'Antiquité. J'allais dire, pour quelqu'un qui nous prend en cours de route, ça fait une sorte de maelstrom expliqué, mais justement, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que de prime abord, ce qui paraît compliqué, après vous avoir écouté, ça paraît beaucoup plus simple et comme quoi on peut voir derrière, justement, avec les représentations, qu'il peut y avoir un discours. Alors, quel serait, on va dire, pour terminer, en dernière question, véritablement les idées à retenir sur les représentations de l'Antiquité dans Pose et peut-être aussi, parce que Pose, c'est une série qui est peut-être pas autant connue que Game of Thrones ou d'autres séries américaines sur la culture actuelle, mais qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus et pourquoi il faudrait vraiment le regarder? Alors, déjà, le premier enseignement, je pense, c'est que contre toute attente, on peut étudier la réception de l'Antiquité dans une série sur la scène ballroom des années 80, puisque l'Antiquité est partout et ici, elle se retrouve vraiment, finalement, assez importante. Ce qui est passionnant avec Pose, c'est la façon à la fois dont elle reconstitue les années 80 d'une part et un milieu qui est représenté, mais pas non plus si fréquemment que cela, et d'autre part, comment elle ancre tout cela dans le contexte actuel, notamment à travers les problématiques que j'ai évoquées, mais pas seulement. Donc c'est aussi intéressant de remarquer, pour revenir à nouveau sur les questions de représentation, que la série s'affiche d'une part comme une rupture dans les représentations, avec un casting dans lequel les acteurs et actrices trans, les afro et les latino-américains sont largement majoritaires, et d'autre part, comme un hommage à leur culture, dont l'influence est absolument majeure dans la culture populaire contemporaine, mais qui a généralement rencontré le succès par le biais d'intermédiaires blancs et hétérosexuels, comme Madonna. Donc, si vous voulez en savoir plus, pour conclure sur l'histoire LGBT, sur l'histoire des afro et latino-américains, mais aussi avoir un nouveau regard sur les années 80 et mieux comprendre la pop culture actuelle, je vous invite donc vraiment à regarder sans attendre les deux séries de Pose, les deux saisons, disponibles de Pose. Et par ailleurs, je vous conseille, pour en savoir plus, pour mieux saisir tout cela, puisque moi j'ai abordé ça à travers un prisme assez particulier, vous pouvez regarder le documentaire Paris is Burning, et Paris is Voguing, et lire des références que je vais proposer dans la page du podcast.
Donc, vous verrez que les références en français, elles sont assez rares, mais il ne faut pas hésiter, si vous voulez aller plus loin, à consulter la page Wikipédia sur la bol culture pour trouver une liste plus longue de références, mais cette fois en anglais. Mais il y a souvent un effort d'accessibilité qui est fait dans ce cadre-là. Voilà Fabien, merci en tout cas pour cette très riche émission sur une culture justement peut-être underground, mais qui ne le sera, j'espère, pour les auditeurs beaucoup moins après l'écoute de cet épisode numéro 23 donc d'Histoire en série, consacré à la série Pause et aux liens que l'on peut voir à travers cette série avec l'Antiquité. Alors vous l'avez rappelé à l'instant, effectivement, vous laissez une bibliographie importante et facile d'accès qui se retrouve sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, où d'ailleurs vous pouvez retrouver les liens vers les anciennes émissions avec à chaque fois des résumés de l'émission et des bibliographies qui sont données par les intervenants. Voilà, merci beaucoup Fabien et à bientôt j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.